Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'Objectif Hand, des mardis d'Objectif Hand. Alors ce soir, on a invité avec Sébastien, on a invité Franck Louédon, le créateur de Steezy, pour nous parler des statistiques et de matchs, puisque vous savez, que ceux qui suivent l'aventure du site entraînement handball, que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On a déjà pu faire quelques actions. Il y en a parmi vous qui ont joué le jeu avec nous, notamment à l'Euro féminin l'année dernière ou pendant le mondial masculin. Effectivement, puisque les stats sont quelque chose qui peuple, entre guillemets, notre activité d'entraîneur. Et c'est quelque chose qui, effectivement, nous questionne beaucoup, que ce soit à travers les stats qu'on prend sur le papier, que ce soit les stats qu'on prend à travers des fichiers Excel, que ce soit des stats qu'on prend à travers l'analyse vidéo aussi. En fait, cette recherche d'informations est primordiale pour essayer de comprendre comment nos équipes progressent ou pas. Et c'est pour ça que j'aime bien revenir sur ce sujet que j'ai demandé à Franck, voilà, en ce début de nouvelle saison, de nous représenter le sujet pour qu'on puisse continuer à avancer, essayer de progresser, et puis voir comment on peut s'améliorer autour de tout ça. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Franck. Ce que je vous propose, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent et puis pour ceux qui arrivent, c'est si vous avez des questions, de les poser dans le chat en direct. Je les poserai moi au fur et à mesure. On a vu avec Franck de son intervention. On fera au final, après les 30, 35 minutes, 40 minutes de présentation de Franck, on fera aussi une phase de questions-réponses où là, effectivement, on pourra même les faire à micro et caméra ouverte si vous le souhaitez. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et je ferai le relais pendant la présentation de Franck. Donc, Franck, merci à toi d'avoir joué le jeu de cette invitation. Et puis, je te laisse la parole et bonne soirée à tout le monde. Super, merci Philippe. Ben, merci aussi pour l'invitation. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on avait déjà traité un peu le sujet sur d'autres webinaires. Là, je vais l'aborder d'une manière un peu différente. Sur comment prendre des statistiques de manière simple et efficace pour aider votre équipe à progresser. Donc, je vais vous partager différents éléments qui sont issus aussi des retours que je peux rencontrer avec les utilisateurs de Steezy. Donc là, je vais vous partager des expériences d'utilisateurs d'équipes professionnelles ou d'équipes amateurs, françaises ou étrangères. C'est assez varié. On ne va pas être sur l'utilisation même, mais sur une démarche un peu plus globale. J'ai traité quatre points, les objectifs et le suivi. Pourquoi? Parce que en fait, le point de départ, ce n'est pas forcément les statistiques. Donc, je vais vous expliquer un peu la démarche et comment je vois les choses. La notion de communication, la notion de délégation et la notion de flexibilité. Alors, avant de démarrer, juste un petit constat. Dans la plupart des clubs, les moyens humains sont limités, les moyens financiers sont limités, donc on a besoin d'optimiser au maximum et d'être efficace. Donc, être efficace, derrière, ça veut dire éviter des doubles saisies ou de passer du temps. J'ai discuté avec des entraîneurs qui passent une bonne partie du dimanche à recopier des informations, et ainsi de suite. Donc, c'est essayer de voir comment on peut optimiser globalement ce mode de fonctionnement. Donc, comme je disais, le point de départ n'est pas forcément sur la statistique. Donc, objectif et suivi. Première logique, quand on est dans quand on est dans une logique de performance, c'est quels sont vos objectifs, vous, en tant que coach, sur la saison? Quel objectif que vous souhaitez atteindre? Alors, je fixe moi, je pense que c'est intéressant de fixer deux objectifs, un sur la saison et un à 3 mois. Pourquoi? Parce que sur la saison, c'est assez long. Donc, on n'est pas capable de se projeter facilement sur 6 mois, sur 8 mois. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, qui est capable de prévoir ce qui va se passer dans 8 mois, ce n'est pas évident. Par contre, sur 3 mois, on est à 2 ou 3 mois, on est capable d'anticiper ou de prévoir un peu plus facilement. Donc, avoir
des objectifs qui soient un peu à deux échelles, un sur la saison et un plus court terme. Et le 3 mois, c'est plutôt à une dimension humaine. Et cette notion d'objectif, je la couple avec une autre logique qui est quels sont les objectifs à la fois pour l'équipe et à la fois peut-être pour certains individus. Donc, quand je parle de certains individus, je pense par exemple aux gardiens ou aux gardiennes ou à certains joueurs. Et je vais vous donner un exemple que j'ai eu avec un entraîneur il y a un mois à peu près. C'était assez intéressant parce que dit, bon, moi, l'objectif, c'est de diminuer vraiment le nombre de pertes de balles qu'on a parce que l'année dernière, la saison précédente, là, on avait trop de pertes de balles. Et puis, il m'explique son mode de fonctionnement. Donc, je l'accompagnais là sur l'utilisation de Steezy. Et il me dit, bon, on a des joueurs qui jouent attaque-défense, on a des remplacements attaque-défense. Mais celui qui est en défense, en fait, il va quasiment jamais perdre de balles puisqu'il n'est jamais en attaque. Donc, c'est là où, par exemple, il peut y avoir des objectifs individuels pour s'assurer qu'on inclut tout le monde dans la dynamique de l'objectif à atteindre. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sur un objectif de diminution de balles qu'un joueur qui est en défense n'est pas concerné. Donc, l'objectif, à la fois en termes temporels et en termes au niveau individu. Et quand on fixe ces objectifs, en fait, c'est se poser la question derrière, si on en a un objectif, on doit le mesurer d'une certaine manière. Donc, quels sont les indicateurs que vous allez mettre en place qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs? Parce que si vous avez un objectif et vous ne pouvez pas l'évaluer, ça va être compliqué. Donc, quand on a une évaluation, on a un point de départ et un point d'arrivée. Donc, la question à se poser, c'est quels sont les indicateurs qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs? Alors, on en parlait tout à l'heure avant que tout le monde arrive, mais il y a des indicateurs par rapport au jeu, les statistiques de jeu, mais il peut y avoir des indicateurs par rapport aux conditions physiques de chaque individu et ainsi de suite. Il y a pas mal d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, un des éléments qui rentre en ligne de compte, c'est la prise de statistiques pendant un match. Donc, c'est un des éléments qui permet de suivre des indicateurs. Et ça, là, je vous ai mis le terme que j'ai souvent retrouvé là, sur des équipes professionnelles. Ils me disent, on sent ce qui se passe, mais la prise de stats nous permet d'objectiver ces intuitions. Parce qu'on a une intuition sur un match et avec certains coachs assistants d'équipe pro, ils savent exactement ce qui se passe. Et il me dit, le fait d'avoir la statistique, ça nous permet d'objectiver et de ne pas être biaisé par notre humeur du moment ou un autre paramètre parasite qui pourrait interférer. Donc, cette prise de statistiques va vous permettre de suivre un peu ces objectifs. Après, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on se prend comme statistique? Parce qu'on pourrait prendre énormément de choses. Moi, ce que je conseille quand on est sur des phases de démarrage, c'est de se focaliser sur 3 indicateurs maximum. Quels sont les 3 indicateurs prioritaires que vous souhaitez suivre? Et quand on se pose cette question-là, donc ça veut dire qu'on va on ne met pas toutes les statistiques au même niveau. Il y en a 3 qui sont absolument nécessaires à récupérer. Après, on peut en récupérer d'autres, mais si on ne les a pas de temps en temps, ce n'est pas gênant. Donc, ces indicateurs, ça peut être soit de la valeur unitaire, par exemple le nombre de pertes de balles, mais ça peut être aussi des fois un ratio. Donc, à vous de voir en fonction de votre objectif quel est l'indicateur le plus pertinent. Par contre, il y a un élément qui est fondamental là-dessus, c'est que ces indicateurs, moi je pars du principe qu'ils doivent être simples à récupérer et à analyser. Si vous devez passer beaucoup de temps à recompiler des informations pour ressortir cet indicateur, je pars du principe que l'indicateur n'est pas le bon parce que vous allez être focus sur des chiffres et non plus sur des objectifs à atteindre. Et ça, la démarche, on l'a même nous au niveau de Steezy en termes de pilotage d'entreprise. Aujourd'hui, on a 3 indicateurs qu'on suit. Au début, on en avait 5, il y en a 2 qui étaient compliqués à suivre. On a laissé tomber les 2 et on arrive à piloter avec 3 indicateurs. Donc, quand vous démarrez, posez-vous la question,
quels sont les 3 indicateurs prioritaires, et ces indicateurs sont forcément en corrélation avec les objectifs que vous souhaitez atteindre. Je vais vous donner quelques exemples de cas concrets là, que j'ai rencontrés. J'en parlais tout à l'heure avec Sébastien et Philippe j'ai un entraîneur avec qui on a échangé, et puis je regarde un peu ses statistiques. Tous ses matchs étaient à 0-0. Et pourtant, il y avait plein d'événements de saisie. Et en fait, ce qu'il me dit, mais moi, les buts marqués ou buts encaissés, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Nous, on a une problématique sur les pertes de balles et les récupérations. Donc, en fait, il saisit essentiellement tous les faits de jeu qui ne sont pas des buts. Et donc, ça lui permet d'avoir une lecture complètement différente par rapport au match. Alors, c'est clair que on n'aura pas les stats de la feuille de match avec les buteurs et ainsi de suite. Mais lui, par rapport à son objectif à atteindre, ça lui permet de l'aider dans sa démarche. On a des clubs, ça c'est un club pro qui se focalise. Il a eu une période où il s'est focalisé sur l'attaque uniquement. Et puis, il y a eu une autre personne qui s'est focalisée que sur les gardiens. Alors, pourquoi il y a eu que ce focus? Il s'est dit, si je dois tout prendre, je ne vais pas être efficace parce que je ne connais pas encore l'outil suffisamment. Donc, je me focalise sur ce qui est prioritaire pour moi. Et donc là, en l'occurrence, ils ont fait 3-4 matchs en se focalisant que sur l'attaque. Et maintenant qu'il a l'habitude de l'utilisation, il prend à la fois attaque et défense, mais son focus était là-dessus initialement. On a eu une autre équipe où cette personne-là était focalisée sur les impacts des tireurs adverses. Donc, en fait, il ne prenait quasiment pas de stades d'attaque, il prenait que des stades de défense en saisissant les tireurs adverses, et il faisait de l'analyse à chaud et à froid, donc à chaud pendant le match et à froid après match, sur les impacts des différentes… là, c'était des joueuses, c'était une équipe féminine, pour pouvoir préparer ensuite le match retour. Et là, on a une autre équipe qui prend les stats, mais c'est un entraîneur qui avait l'intuition que son équipe avait toujours une faiblesse entre la 20e et la 30e minute. Il dit, je le sens, mais il y a le score qui me dit ça, mais je n'ai pas d'éléments concrets qui me permettent de confirmer. Et en fait, il utilise une des vues qui est la timeline pour voir les temps forts et les temps faibles. Et il s'est rendu compte qu'en fait, quasiment tous ces matchs avaient la même morphologie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait la même dynamique. Donc, il a effectué il a testé quelques nouveautés pour éviter ce temps faible en fin de première mi-temps. Donc, objectif, quels sont les indicateurs que vous souhaitez suivre? Et maximum, là, c'est trois indicateurs. Ensuite, la notion de communication. Donc, ces objectifs et ces indicateurs, c'est bien, mais c'est encore mieux s'ils sont partagés ou communiqués. Alors là, j'ai mis en interne parce que c'est au sein de l'équipe, mais ces objectifs et ces indicateurs doivent être partagés et communiqués en interne. De temps en temps, ces objectifs, ils peuvent être réservés à l'équipe d'encadrement, mais je pense qu'il n'y a pas de problème à partager ça notamment avec les joueurs et le reste du staff. Comme ça permet de mettre tout le monde au même niveau d'information et de partager les enjeux réels qui sont à rencontrer. Et en termes de communication, je pense que c'est l'idéal. Ça serait ces objectifs et ces indicateurs, idéalement, vous pouvez les co-construire avec les acteurs concernés. Par exemple, si vous avez alors pas forcément au niveau équipe, mais par exemple au niveau individu, il y a certains qui connaissent très bien. Donc, vous pouvez… ils peuvent avoir un objectif eux-mêmes. Vous pouvez avoir un objectif pour ce joueur, mais l'objectif peut avoir le joueur ou la joueuse peut avoir un objectif aussi. Donc, c'est essayer de co-construire. Et cette co-construction, en fait, va permettre d'impliquer encore plus les différents acteurs dans la démarche. Plutôt que ce soit quelqu'un qui définit ses objectifs et les indicateurs, s'il y a d'autres personnes qui sont intégrées dans la démarche, ça permet d'impliquer et d'engager un peu plus ces différents acteurs. Donc, l'aspect communication, il est assez
il est assez fort. Et là, bon, là j'ai mis deux exemples, mais là, je vous en ai parlé là, tout à l'heure, la définition conjointe d'objectifs individuels. Donc, ça peut être pour certains sportifs. Et là, j'ai des équipes où, en fait, ils géraient pas trop les statistiques. Maintenant, ils font un partage systématique de toutes leurs statistiques au niveau de l'équipe. Donc, tout le monde voit les statistiques de tout le monde. Et typiquement, là, l'équipe que j'ai en tête, là, c'est une équipe féminine aussi. Le premier entraînement post-match, en fait, le débrief est fait par les joueuses elles-mêmes il y a un débrief sur une courte période qui est fait par les joueuses elles-mêmes sur la base des statistiques qui leur ont été fournies. Donc, et l'entraîneur, lui, fait l'analyse derrière. Et c'est intéressant de laisser parler les acteurs pour essayer pour comprendre quelle est leur vue sur les statistiques qui ont été récupérées. Donc là, ce dont je viens de parler, ça a un lien avec la troisième partie qui est sur cette notion de délégation. Excuse-moi, juste Franck, Oui. j'ai une question là qui me vient. Là, par rapport à la communication, là, toi, est-ce que tu as des exemples à travers les gens que tu suis ou que tu accompagnes de comment justement ça se passe cette communication? Est-ce que justement, dans un groupe, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que effectivement, par exemple, il ne peut pas y avoir l'utilisation des stats aussi comme, tu vois, qui peuvent être conflictuels entre des joueuses ou joueurs. Voilà. Oui, ce côté conflictuel, on peut l'avoir, mais ça dépend aussi pas mal dans quelle démarche vous initiez cette logique-là. Là, j'ai deux équipes en tête. En fait, l'entraîneur, il a dit, je partage les stats, on va voir ce qui se passe. Et en fait, il est resté, il a été surpris par le retour parce que, OK, tout le monde savait qu'il y avait des joueuses qui avaient mieux joué, d'autres moins bien joué, mais ils l'ont pas pris. Là, c'était intéressant. Alors, je ne peux pas généraliser. Là, j'ai deux exemples en tête, Ouais. mais l'entraîneur a été surpris, c'est qu'en fait, ils l'ont bien géré au niveau équipe et pas pointé du doigt certaines personnes. Et c'est essayer de comprendre la dynamique globale. Parce qu'il avait partagé aussi les objectifs qu'il voulait atteindre sur la saison. Donc, il dit, on a besoin d'analyser, on a besoin de progresser. Je ne veux pas être tout seul à faire ce travail-là. Donc, je vous demande de vous investir avec moi si vous pouvez, si vous le souhaitez. Donc, la démarche était plutôt positive que de montrer du doigt certains acteurs. OK. Et c'était assez rigolo de voir parce que nous, on n'avait pas forcément prévu des partages un peu. Il y a possibilité de partager les stats, mais on n'avait pas forcément poussé plus loin. Donc, on peut partager avec une URL privée. Et en fait, il y a plusieurs équipes. Alors là, c'est des équipes de pré-national, des équipes de pré-national. En fait, ils ont créé un groupe Facebook, un groupe WhatsApp. Et puis, en début de match, à la mi-temps, l'entraîneur adjoint partageait le lien. Et comme ça, tout le monde avait accès à toutes les stats. Donc, on n'était pas en live, on était en semi-live. Mais ce qui était rigolo, c'est que tout le monde, à la fin du match, tout le monde avait fait son analyse sur ce qui s'était passé, quoi. Donc, il y a plein d'initiatives qui se passent. Et ça dépend aussi de la confiance que vous créez avec le lien de confiance que vous avez établi avec vos joueurs et vos joueuses. Ouais. Mais je crois que, en tout cas, la clé, moi, de ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que la clé, mais elle est en lien dès le début avec, de toute façon, des objectifs clairs et que tout le monde connaît et que tout le monde partage, quoi. Exactement. Pour moi, le plus gros travers, c'est de dire je définis les objectifs, mais je ne partage pas tout parce que je ne veux pas tout. Non, si vous ne partagez pas tout, vous savonnez la planche dès le démarrage parce que ça va être soumis à interprétation, ça va être soumis à tout ce que vous voulez. Alors que si le message est clair et que votre équipe, elle soit, entre guillemets, bonne ou moins bonne, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous montez de catégorie puis vous vous retrouvez dans le deuxième moitié du classement, vous savez que la saison elle va être dure, ouais, mais tout le monde sait que la saison va être dure. Par contre, on va essayer de se remonter les manches pour progresser. Donc,
Et pour moi, les éléments de base, c'est le lien de confiance qui est créé et la transparence. Tu vois, le lien de confiance et transparence dans la démarche. Ouais, ouais. Et sachant que, enfin, juste pour, on arrêtera là-dessus, mais c'est en lien vraiment avec, on a fait un mardi d'Objectif Hand avec Dragan Dukic, un entraîneur des Balkans, là, qui effectivement ne parlait pas du tout de statistiques et disait qu'effectivement, l'entraîneur ne doit pas être le seul qui sait. En fait, il doit partager le savoir. Les joueuses et les joueurs, ils doivent Ouais. savoir. Voilà, c'est pas, l'entraîneur n'est pas le Ouais. seul sachant, quoi. Ah ben, là, moi, je fais le parallèle parce que moi, j'accompagne des entreprises à côté. Je fais le parallèle avec des managers ou des leaders aujourd'hui. Un leader, c'est pas un sachant. Un leader, c'est un coach, il est au service de son équipe. Et donc là, l'entraîneur ou le coach, bah oui, il sait plus d'éléments, ou il a plus d'éléments en tête, mais son rôle, c'est quand même d'être au service de son équipe. Donc, c'est pas tout le savoir ne vient pas d'une seule tête. Et d'autant plus maintenant qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de variables qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas être bon à la fois sur de l'humain, sur de la technique, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, on est obligé de travailler de manière. Et c'est pour ça que je parlais de co-construction tout à l'heure. Je pense que c'est indispensable dans le futur, quoi. C'est clair. Enfin, aujourd'hui et dans le futur. C'est clair. Donc, là, on parle de co-construction. Donc, cette notion de délégation, alors j'aurais pu mettre responsabilisation, mais c'était trop long, ça ne rentrait pas dans la slide. Mais délégation, responsabilisation, vous pouvez responsabiliser différents acteurs. Alors, entre parenthèses, j'ai mis vous devez. Je le vois, moi, sur d'autres démarches. En fait, quand je dis vous pouvez, vous devez responsabiliser d'autres acteurs, quand je dis vous devez, c'est pas vous devez imposer à d'autres de s'impliquer, c'est que vous devez de lâcher des morceaux pour que d'autres puissent les prendre. Parce que responsabiliser d'autres acteurs, ça ne se décrète pas. C'est pas vous qui décrétez qu'un tel va faire. Il faut que la personne soit motivée et qu'elle soit moteur pour aller dans cette démarche-là. Donc, c'est essayer de trouver les acteurs qui sont prêts à s'investir, à investir du temps sur l'objectif global que vous avez défini. On a parlé tout à l'heure, souvent les gardiens peuvent être pas mal assez moteurs sur des démarches de ce type-là. Et quand on est sur se poser la question avec quels acteurs, derrière, c'est aussi se poser la question quels sont les éléments que vous suivez et que vous pilotez et quels sont ceux que vous déléguez. Quand on est dans cette logique-là, on n'est pas dans une logique de, entre guillemets, de la patate chaude et de dire, bah, tiens, les stats, c'est toi qui gères ça. Non, là vous allez avoir des problèmes assez rapidement. C'est se poser la question, vous restez, en tant que coach, vous restez le pilote dans l'avion, mais comment vous travaillez avec les autres membres de l'équipage. Donc, quels sont les éléments que vous suivez et que vous pilotez et quels sont ceux que vous déléguez. Et ceux que vous déléguez vous serviront à alimenter les indicateurs que vous pilotez. Et ça, c'est se poser la question, qui peut intervenir sur quoi et sur quel périmètre. Et là, il y a un point de vigilance sur lequel je vous invite à faire attention, c'est quand on a des acteurs qui s'impliquent dans ces démarches-là, respecter leur niveau d'implication. C'est-à-dire qu'eux, ils vous disent, bah, je fais de A à D, je veux bien faire de A à D. Et le risque, c'est que vous dites, oh, punaise, tu fais super bien de A à D, tiens, est-ce que tu pourrais me faire de A à M? Ben non, le risque, c'est que vous allez perdre votre interlocuteur parce que c'est ce qu'il faut bien se mettre dans l'idée, c'est que c'est pas, entre guillemets, c'est pas son problème, c'est votre objectif en tant que coach et lui contribue à vous aider à atteindre votre objectif. Et donc, c'est pas son objectif à lui. Donc, s'il s'implique et là, par exemple, j'ai des cas de figure où une discussion avec un entraîneur un assistant là, qui me dit
celui qui me fait la prise de stats, il peut me faire la prise de stats à domicile, mais c'est dommage, il ne peut pas le faire à l'extérieur et puis il n'a pas envie de venir. Ça m'ennuie, tout ça. Je dis, mais non, ça ne doit pas t'ennuyer. Déjà, tu as la prise de stats à domicile, donc positive, prends le verre à moitié plein plutôt que de prendre le verre à moitié vide. Donc, fais déjà avec tes stats à domicile et puis demain, tu trouveras une solution pour les stats à l'extérieur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'un mois plus tard, il m'a envoyé un message juste avec un smiley. Il dit, c'est bon, j'ai trouvé mon gars à l'extérieur. Et c'est quelqu'un qui les aide, notamment s'ils font des déplacements en bus, là, qui conduit le bus. Il dit, moi, pendant le match, je fais rien. Sauf qu'on lui avait jamais posé la question, tiens, est-ce que tu veux t'impliquer sur autre chose? Et puis il dit, moi, pendant le match, je fais rien, c'est un ancien joueur. Il dit, donc, prendre les stats, je sais les faire. Donc après, et là, les solutions, elles arrivent à se trouver, mais il ne faut pas être trop gourmand tout de suite, quoi. Et le gros impact quand vous déléguez, quand vous responsabilisez, c'est que vous continuez à piloter, mais avec une diversité de points de vue, une complémentarité de points de vue. Ce qui fait qu'en termes d'efficacité, ce n'est pas du 1 plus 1 égale 2, c'est du 1 plus 1 égale 3. Parce que peut-être, même si vous êtes excellent, vous avez, et j'y mets vous, mais je m'inclus dedans aussi, on a toujours la même logique de pensée, la même démarche. Et peut-être que de temps en temps, il y a un acteur qui va voir les choses sous un angle différent, puis vous allez dire, ah ouais, tiens, ça, je l'avais pas, il n'était pas passé sous mon radar, c'est peut-être intéressant qu'on aille voir plus près. Et donc, c'est là où tout l'effet de co-construction a son impact. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, là, par exemple, j'ai un club où il y a un entraîneur de gardien pour tout le club. Donc, l'entraîneur de gardien, il ne peut pas être sur tous les matchs systématiquement. Donc, l'entraîneur d'une des équipes a dit au gardien, si vous voulez vous gérer, mais vous voyez après avec l'entraîneur de gardien sur le prochain entraînement, mais moi, je ne peux pas piloter les deux en même temps. Et il a responsabilisé les deux gardiens, parce que là, c'est deux gardiens qui font généralement une mi-temps chacun. L'entraîneur, quand j'ai rediscuté avec lui après, il me dit, mais en fait, ils analysent les stats mieux que ce que je fais actuellement. Parce qu'eux, ils sont focus sur leur problématique gardien. Donc, il me dit, mais ils vont beaucoup plus loin que moi, ce que je pourrais faire avec eux. Donc après, l'entraîneur, ce qu'il fait, c'est qu'il extrait les informations qui lui sont pertinentes pour pouvoir piloter au niveau de l'équipe, mais il les laisse faire de manière autonome. Un club en Allemagne, donc c'était il y a un peu plus longtemps, là, mais il a eu un joueur qui a été blessé, une fracture là, qui a été blessé pendant quelques mois. Et il a dit au joueur, il dit, plutôt que de rester chez toi là, à tourner en rond, ou, est-ce que tu veux venir, prendre des stats en étant sur le bord du terrain et tu prends les stats? Et exactement le même constat, c'est que ce joueur-là, comme il l'a fait pendant plusieurs semaines, en fait, l'entraîneur dit, mais c'est moi qui me repose sur lui pour analyser les stats, parce qu'il est, il est super à l'aise, comme il est jeune, il est super à l'aise avec l'outil, et deux, il a compris ce que j'attendais, donc les analyses, elles sont faites quasiment en temps réel. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, l'analyse réalisée par les joueurs avant l'entraîneur. Là, j'ai un entraîneur qui fait ça systématiquement, c'est-à-dire qu'il partage les stats et il fait son analyse, mais avant de donner son analyse, en fait, il demande le retour des joueuses sur le match. Et ce qui fait qu'il y a une responsabilisation parce que alors, ce n'est pas forcément toutes les joueuses qui font un retour, mais il y a une implication il y a deux effets. C'est impliquer tous les membres de l'équipe. Et deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si par le biais de votre analyse, vous avez oublié quelque chose, il y a quelque chose qui vous est passé complètement à côté, en ayant le retour des autres, ça permet de renforcer votre analyse aussi. Et un des éléments là, que je mets plutôt en rouge, c'est que je conseille très fortement que ce ne soit pas l'entraîneur ou la personne qui est sur le banc qui pilote l'équipe qui prenne les statistiques. On pose assez régulièrement la question, je dis non, vous êtes au service de votre équipe, vous n'êtes pas au service de chiffres.
Donc techniquement, c'est pas possible d'avoir le cerveau à la fois avec l'équipe et le cerveau dans la tablette, quoi. Donc, Oui, puis même quelle que soit la méthode, quelle que soit la méthode de prise de quelle que stats. soit la méthode. Ouais. Là, oui, oui. Là, de temps en temps, je fais des références à Stizy, mais l'approche qu'elle soit. Moi, j'ai démarré sur du papier, ensuite j'ai fait de l'Excel, des macros Excel avec un ordinateur portable sur le banc de touche. Maintenant, avec Stizy, bon, c'est valable dans tous les cas de figure. Parce qu'il suffit qu'il y ait 2-3 actions un peu rapides qui s'enchaînent. Vous dites, oh punaise, j'ai oublié de les inscrire. Bah, vous les inscrivez. Pendant ce temps-là, il y a un fait de jeu qui vous passe complètement à côté. Voilà, c'est trouver des solutions. Et il y a des solutions. Alors, moi, je vois, il y en a pas mal d'équipes, plutôt là, sur des équipes de jeunes, là où c'est plutôt des parents qui prennent les stats et parmi les parents, assez régulièrement, il y a des anciens joueurs. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai retrouvé un joueur contre qui j'ai joué il y a plus de 20 ans, ouais, même 25 ans. On a joué l'un contre l'autre en pré-national pendant quelques années. Et c'est assez rigolo. Donc, c'est lui qui prend les stats pour son équipe, puisqu'il connaît très bien. Donc là, c'est une manière d'impliquer aussi d'autres acteurs. Et sur cette notion de statistique, d'objectif et de suivi, partez sur le dernier élément qui est fondamental pour moi une fois que vous avez cette logique-là, c'est la notion de flexibilité à intégrer. C'est-à-dire que quand vous vous fixez un objectif, ce n'est pas un objectif entre guillemets pour la vie. Vous pouvez progressivement évoluer dans votre prise de statistiques. Donc, il y a au démarrage, et j'avais un petit peu parlé de ça dans un précédent webinaire, là j'avais parlé de stades de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. C'est prenez les choses dans le sens où à la vitesse où ça arrive. C'est-à-dire que le niveau 1, là, ça correspond aux 3 stats maximum qui vont vous permettre de répondre à vos objectifs. Niveau 2, tiens, j'ai envie de m'amuser à tester quelque chose. Puis niveau 3, c'est vraiment des stats que j'essaye de prendre, mais qui ne vont pas me servir, à la limite, que je ne vais pas analyser. Donc, posez-vous la question, c'est comment vous pouvez évoluer dans votre prise de stats. Et là, je vais vous faire le parallèle avec ce qu'on a fait au sein de Stizy. On a évolué exactement de la même manière, puisque au début, on était essentiellement sur de la prise de tir, donc c'est-à-dire joueur, zone de déclenchement de tir, zone d'impact. Ensuite, on a eu notre niveau 2 où on est allé rajouter et vous voyez que même visuellement, on l'a intégré de cette manière-là, c'est que le menu qui apparaît quand vous sélectionnez un joueur ou une joueuse, l'effet d'attaque ou de défense. Et nous, notre niveau 3, c'était de pouvoir rajouter, par exemple, des actions équipes ou de pouvoir sélectionner le joueur adverse. Donc, même nous, dans le développement du produit, on a progressé de cette manière-là et on continuera à progresser comme ça, puisque là, avec les éléments qu'on fournit actuellement, on a par exemple des équipes pro qui nous demandent d'aller un peu plus loin sur certains éléments. Ça sera un niveau supplémentaire. Et cette notion de flexibilité, elle est aussi sur le mode de fonctionnement, parce que votre équipe, elle progresse. C'est-à-dire que l'objectif que vous aviez fixé, par exemple, sur 3 mois, peut-être que vous l'avez atteint au bout de 2 mois ou 3 mois. À vous de progresser avec, donc de réajuster l'objectif ou de changer ou de faire évoluer l'objectif pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure d'avoir des indicateurs qui soient simples à récupérer, parce que quand vous évoluez dans votre logique et dans la progression de votre équipe, vous devez pouvoir évoluer assez facilement sur les indicateurs. Et c'est pour cette raison que ces indicateurs doivent être simples à récupérer et à analyser. Pourquoi ? Parce que, je crois que j'en parle derrière d'ailleurs. Oui, j'en parle derrière. Il est normal de tâtonner au démarrage pour trouver les bons éléments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle en disant quand tu démarres, il faut prendre telle et telle statistique. Là, je pense que j'ai autant de cas de figure que, non, peut-être pas autant, mais au moins une cinquantaine de cas de figure là, de prise de statistiques. Et là, je vous parle en France, mais si on parle Uruguay, Japon, chacun a son mode d'apprentissage. N'hésitez pas à poser des questions pour construire et construire avec. Donc, avoir la flexibilité d'en pouvoir
pouvoir évoluer justement dans ces éléments, que ce soit en termes d'indicateurs ou en termes d'objectifs. Et le dernier élément, c'est n'hésitez pas à faire évoluer vos objectifs ou vos indicateurs s'ils ne sont pas pertinents. Ce n'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Peut-être qu'au début, vous avez pris et vous avez dit bah, tiens, je vais suivre tel indicateur. Au bout de 3 matchs, vous vous rendez compte que cet indicateur ne vous sert à rien. Et ben, vous vous mettez à la poubelle, vous passez à autre chose. Et ça ne sert à rien. Et c'est là où je vous dis que ça doit être simple à récupérer, parce que si vous avez passé 3 jours à faire un tableau Excel pour récupérer telle information et qu'au bout de 3 matchs, vous vous rendez compte que cette information, elle ne vous sert à rien, et ben, vous n'allez pas forcément vouloir changer votre tableau Excel parce que vous vous dites il va falloir que je repasse 3 jours pour refaire toutes mes macros, je ne sais pas quoi. Donc voilà, il faut que ça reste simple. Et il ne faut pas avoir peur d'évoluer dans ces objectifs ou ces indicateurs au démarrage, et surtout sur les indicateurs, parce que trouver le bon indicateur, ce n'est pas forcément simple au début. Et continuer à le partager. C'est-à-dire tout le monde, ceux avec qui vous travaillez, ils sont OK pour entendre que tel indicateur, ce n'est pas le bon et qu'on va évoluer. Parce que si vous êtes capable d'expliquer, eh ben, ça sera accepté sans aucun problème. Par contre, si vous ne communiquez pas et vous n'expliquez pas et vous dites du jour au lendemain, ah bah tiens, on ne prend plus telle info, on prend telle info, ouais, so what, pourquoi je fais ça? J'en sais rien. Donc, c'est pour ça que tous ces éléments, communication, délégation, flexibilité, ils sont énormément liés les uns aux autres. En synthèse, par rapport à tous les éléments dont je vous ai parlé, le focus reste sur les individus. Faire des stats pour de la stat, alors je ne devrais pas dire ça puisque c'est ce qu'on fournit, mais pour moi, faire de la stat pour de la stat, ça ne sert à rien. Donc, si vous voulez tapisser une pièce avec des statistiques, et des statistiques, il y en a au kilomètre, vous pouvez en récupérer de partout. Nous, on pourrait être capable de vous en sortir des kilomètres aussi. Ça ne sert à rien. Et nous, notre objectif, il est là aussi, c'est de vous aider à progresser, vous donner les moyens de vous aider à progresser. Donc, ça veut dire aussi fournir des outils qui vont vous faire gagner du temps, qui vont éviter de faire de la ressaisie, éviter de faire des choses qui n'ont pas forcément une grosse valeur ajoutée. Comme ça, vous pouvez passer votre temps sur de l'analyse et sur définir correctement un objectif, définir correctement les indicateurs de suivi pour réellement progresser. Et les statistiques sont un moyen, ne sont pas une finalité. Et là, c'est important d'avoir ça parce que de temps en temps, je croise encore des personnes là qui veulent prendre des statistiques, mais je dis, mais pourquoi tu veux prendre la statistique? Non, mais il me faut des stats. Ouais, il me faut des stats. Voilà, ok, mais s'il faut des stats, ça doit servir à quelque chose. Et prendre des statistiques juste pour les statistiques, pour moi, ce n'est pas une finalité. Par contre, dans la logique d'accompagnement de votre équipe, là, je vous l'ai mis sous forme d'approche un peu circulaire, mais c'est des approches un peu qu'on a dans d'autres univers, on appelle ça des approches un peu des démarches agiles, mais c'est de dire vous avez un objectif, quels sont les indicateurs qui vont me permettre de mesurer que j'atteins cet objectif, comment j'effectue un suivi de ces indicateurs, donc là on va être par la prise de stats. Une fois que j'ai fait ce suivi, comment j'analyse, quelles sont les conclusions que j'en tire. Et ensuite, le dernier élément, quelles sont les actions que je prends par rapport à ces analyses. Et donc, pour moi, c'est une perpétuelle évolution. Et c'est pour ça qu'au démarrage, je parlais de cette notion d'avoir des objectifs sur la saison et des objectifs à plus court terme sur 2-3 mois. Parce que 2-3 mois, ça permet on peut se projeter plus facilement que sur une saison complète, sachant que les deux doivent être liés quand même. Il faut que les deux soient liés. Mais le fait d'avoir ces objectifs à 2-3 mois, ça permet de rentrer dans cette dynamique d'évolution et de flexibilité très rapide. Et je dirais que si vous vous rendez compte au bout d'un match ou de 2 matchs que la stat que vous prenez, elle ne vous apporte aucune plus-value, jetez-la. Passez à autre chose et évoluez dans votre démarche. Mais le point de départ reste les objectifs, qu'ils soient collectifs ou individuels, ça reste ça. Et derrière, les différents mécanismes que vous mettez en place sont des moyens pour atteindre ces objectifs. Parce qu'il y
il y en aura plusieurs derrière. Voilà un peu le tour sur la démarche là, autour de la prise de statistiques. Donc, on n'a pas été, là, ce que je vous ai partagé, on n'a pas du tout été sur Steezy, mais ça peut être applicable dans n'importe quelle prise de statistiques, même si vous le faites de manière papier. Pour moi, c'est un peu la même logique. Écoute, en tout cas, on va voir s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou là, voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour les poser directement à Franck si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Je vais juste rebondir sur cette dernière slide, en tout cas cette dernière présentation. Donc, bien évidemment que je trouve très intéressante dans la démarche. Et je voulais voir, d'après toi, quel que soit le moyen de fonctionnement, papier, appli, ou enfin voilà. Pour trouver le bon, entre guillemets, voilà, trouver les bons indicateurs, trouver ce qui nous correspond le mieux. À ton avis, il faut quoi? 2, 3 mois d'utilisation récurrente? Il faut quoi? Une saison? Ouais, je pense qu'en 1 ou 2 mois, tu peux déjà avoir des éléments intéressants. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que plus les personnes étaient s'autorisaient à évoluer facilement, accepter entre guillemets l'échec, mais comme je vous disais, l'échec, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Plus en un mois, ils étaient capables de trouver les bons indicateurs à suivre derrière. Parce qu'après, si tu dis, je prends ça, ah ouais, non, mais je ne peux pas dire que je me suis planté sur tel ou tel élément. Donc, en 1 mois ou 2 mois maximum, on peut avoir déjà, je pense qu'on a fait 80-90% du boulot. Okay. Et après, la grosse différence que je vois entre les différentes prises de statistiques, c'est que, et moi je l'ai expérimenté, c'est que sur la prise de stats papier, j'étais dans l'instant présent sur le match. C'est-à-dire que l'analyse, je la fais par rapport au match. Par contre, c'était un enfer pour essayer d'avoir un suivi sur une saison parce que j'allais rechercher mes classeurs, machin, dit oui, tiens, punaise, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, ça devient une usine à gaz à suivre. Donc, c'est pour ça que j'étais passé derrière au mode Excel. Mais pareil, ça demandait du temps de saisie, et ainsi de suite. Et en fait, c'est pour ça qu'on est passé au mode Steezy. Moi, Steezy, au démarrage, c'était purement égoïste. Hein. C'était pour que je puisse prendre des statistiques sans perdre mon dimanche à recopier des tas de trucs à gauche à droite. Oui, c'est clair. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez surtout pas. Donc, soit dans le chat, comme vous voulez, soit en direct. Donc, n'hésitez surtout pas, en attendant de voir voilà, si quelqu'un a envie de poser des questions. En fait, je vais partager avec vous aussi un lien, puisque avec Franck, on a décidé justement, comme cette question des statistiques est vraiment très, très intéressante, de monter une masterclass, et effectivement avec 8 séances à travers lesquelles, en fait, Franck va vous présenter un cheminement pour pouvoir justement bien rentrer dans la prise de stats sur vos matchs ou accompagner vos équipes. Et donc, on s'est dit que ça valait le coup de mettre en place un accompagnement. Donc, là, on l'a planifié sur quasiment 4 mois. Bon, il y a les fêtes entre les deux, avec 8 sessions en direct avec Franck d'1 heure et avec un accès à l'application avec un abonnement annuel, enfin une utilisation de l'application Steezy pendant 1 an. Donc, je vais juste partager avec vous le lien de la masterclass sur le site Entraînement Handball. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous aider à construire cette démarche pour vos équipes et la mettre en place dans vos clubs. Donc, voilà, vous pourrez aller voir ça à votre convenance. Je vous mets le site dans le chat. Et puis surtout, posez des questions. N'hésitez pas. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à laisser libre cours à vos interrogations. Et puis la logique dans cette masterclass, là, ça va être aussi que vous puissiez travailler en petits groupes, c'est-à-dire que
le coach ou le coach adjoint est souvent seul dans cette démarche-là. Donc, c'est pouvoir partager aussi avec d'autres et construire avec d'autres qui ont généralement des problématiques similaires à celles que vous pouvez rencontrer. Lagdar, vous avez mis votre caméra. Vous souhaitez poser une question? On n'a pas de micro. Ouais, on ne vous entend pas. Ouais, le micro, on ne l'a pas. Ouais, on ne vous a pas entendu. Donc, Bien, je pense que comme ça va aller, ça doit aller. voilà, super, ouais. Ok, Bonsoir. bonjour. Non, bonsoir. Non, pour moi, tout va très bien, c'est très bien, c'est OK. Pas de questions à poser. Ok. Justement, à la limite, dans ce cas-là, je vais proposer, enfin, Anthony, je vais te solliciter si tu es OK, enfin, comme tu veux, mais moi, je voulais voir maintenant que tu t'as attaqué un petit peu l'analyse vidéo. Comment tu vois, toi, la prise de stats par rapport à l'analyse vidéo? J'aimerais bien avoir ton avis sur la question, si tu es OK. Ouais, bien sûr, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi, ce que je fais actuellement, bon, alors, je suis en formation sur l'analyse vidéo, donc je ne l'utilise pas par rapport à l'équipe que j'utilise. Stizy, ce que je fais actuellement, je l'utilise pour de l'analyse en direct, c'est-à-dire que je prends mes stats en direct pendant le match, puisque je suis devenu adjoint sur une équipe. Donc, je prends les stats en direct, je les transmets à l'entraîneur principal à la mi-temps. Donc, comme ça, il a un premier aperçu sur ce qu'ont fait les gardiennes, sur nos 2-3 joueuses un peu clés. Donc, comme ça, je lui donne vraiment les stats, on va dire, en brut. Et à la fin du match, pareil, je lui fais un débrief vraiment à chaud. Et derrière, je lui envoie un peu plus dans le détail donc, sur les stats un peu équipe. Donc, ça va être sur le dernier match, ce qui nous a vraiment parlé, c'était par exemple le nombre de pertes de balles. Nombre de pertes de balles sur l'aspect collectif, le nombre de tirs pris par l'équipe, le nombre de tirs encaissés par l'équipe. Et après, j'ai plus dans le détail en lui transmettant joueuse par joueuse. Donc grâce au nombre de tirs, nombre de buts, les impacts aussi, pour pouvoir permettre après à l'entraînement de proposer aux joueuses de varier leurs impacts de shoot, puisque par exemple, on peut constater, moi j'ai constaté sur le dernier match que j'ai une joueuse qui a tiré systématiquement en bas à droite de la gardienne, ou très régulièrement, alors qu'elle a largement les capacités de pouvoir mettre plus de variété dans ses impacts de shoot. Ok. Et donc, ouais, donc tu vois, je ne savais même pas que tu utilisais Stizy en match. Donc, c'est depuis pas très longtemps, là, depuis quoi, 3 semaines, parce que j'ai pas mal de changements perso, on va dire. Ouais. Donc, mais du coup, là, justement, toi, ton approche entre les deux, qui connaît du coup un peu mieux les deux, donc évidemment, je suppose que c'est complémentaire. Par contre, à l'usage comme ça, voilà, c'est quoi aujourd'hui ton cœur balance vers quoi? Enfin, s'il n'y a pas forcément à balancer d'un côté ou l'autre, mais… Pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont complémentaires parce que donc la prise de stats par Stizy, par exemple, ou par un autre système, feuille papier ou un tableur, tu peux le faire en direct. Donc, tu peux être vraiment sur de l'instantané. Et par contre, sur de l'analyse vidéo, tu vas pouvoir être plus pointu dans le sens où tu vas vraiment pouvoir, par exemple, décortiquer sur comment le but est venu. Est-ce que c'est venu d'un enclenchement particulier, sur des courses particulières, sur des placements de joueuses en particulier. Donc, tu vas un peu plus dans le détail par la vidéo, ce qui est logique puisque tu as l'image. Alors que sur Stizy, c'est vraiment une photo à un instant T, quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment… pour moi, les deux sont vraiment complémentaires parce que si je dirais qu'avec Stizy, on prend des informations de niveau 1 que tu peux enrichir derrière avec l'analyse vidéo parce que, comme tu dis, le type de course, le type de défense. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, là, je vais vous partager une des dernières vues là, qu'on a mise en place. En fait, elle nous a été demandée par un club pro féminin
mais vu qu'avait tout son sens, c'est de dire à la mi-temps, je veux être capable de voir. Donc ça, c'est une vue qui est en ligne, là, qui n'est pas dispo sur le côté appli, mais je veux avoir une vue, une photographie rapide de mon équipe. Donc là, on a les pourcentages, de réussite au tir. Et après, on a regroupé, par exemple, tout ce qui est perte de possession et tout ce qui est récupération de balles. Donc, ça permet de voir très rapidement, et pas uniquement en termes de tir, mais en termes d'activité défensive ou offensive, d'avoir un rendu assez rapide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui l'utilisent, notamment sur de l'analyse à chaud, donc que ce soit à la mi-temps ou pendant les temps morts. Mais là, c'est pareil, c'est de l'analyse sur 2-3 éléments clés. Le club pro féminin, là, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir, il me dit à la limite, nombre de pertes de balles, ça ne me dérange pas tant qu'on en a beaucoup moins que l'adversaire. Donc, l'élément qu'il voulait, c'était comparer ces deux. Donc, c'est pour ça qu'on a une ligne de total là, qui nous permet d'avoir ces éléments-là et de pouvoir prendre des décisions à chaud. Quelqu'un aurait une question à poser aussi ou faire part de son expérience? Est-ce que j'ai posé la question dans le chat, est-ce que tout le monde prend des stats là actuellement ou pas? Sachant que enfin voilà, moi je connais pas mal d'entraîneurs autour de moi qui se contentent de la feuille de match qui paraît sur le site de la Fédé le lundi. Enfin voilà, maintenant c'est de mieux en mieux, mais est-ce que vous prenez les stats? Donc Antoine a dit oui, Anto a dit aussi. Ok. Et donc là, par rapport à la notion à la notion des indicateurs, puisque ça, c'est une question que je voulais te poser, Franck. Et là, peut-être quelqu'un, enfin, pareil, hein, essayer de. L'idée, c'est aussi d'échanger entre nous, d'en profiter. Mais donc, n'hésitez pas à prendre la parole par rapport à la question que je vais poser aussi, si vous voulez témoigner de votre expérience. Je voulais te demander, toi, justement, surtout pour démarrer, si on doit partir sur 3 indicateurs, parce que enfin, on le sait bien, tu l'as dit en préambule, c'est qu'effectivement, on peut très vite être noyé par les chiffres. Comment on choisit ces 3 premiers indicateurs? Choisir, c'est pas forcément simple comme ça, mais c'est à voir en fonction de l'équipe que tu as et du ressenti que tu as par rapport à l'équipe. Tu vois, il y en a qui sont sur les notions de perte de balle ou de récupération de balle. Moi, je vois quand j'avais une équipe de jeunes, on était sur les notions d'impact. Parce que, comme disait Anthony, là, on avait 3-4 joueurs qui tiraient à 80% toujours au même endroit. Voilà, donc l'indicateur, il était plutôt sur les impacts. C'est à vous et c'est là où je vous dis qu'au démarrage, il peut y avoir, ça peut tourner un petit peu parce que vous pouvez évoluer dans vos démarches. C'est essayer de sentir quel est l'axe qui est le plus à travailler par rapport à votre équipe. Et je vous dis, moi, la dernière équipe que j'ai entraînée, on était sur les impacts de balles parce que en fait, si l'équipe adverse prenait les stats, on ne marquait pas un pion, quoi, parce que tout le monde tirait au même endroit. Donc, Mais là, du coup, ça me permet de rebondir, là, puisque j'ai changé sur le chat avec Antoine. Effectivement, tu ne l'as pas beaucoup évoqué là, dans la présentation sur la prise des stats, mais justement, on peut en parler peut-être un petit peu, ou tu donnes ton avis là-dessus. C'est comment on gère les statistiques, parce que là, on n'a parlé que des statistiques de notre équipe. Et justement, comment gérer les statistiques de l'adversaire, puisque l'adversaire, potentiellement, qu'on va rencontrer sur un match retour ou l'année saison suivante. Oui. Ça dépend de votre objectif aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que là, nous, on est parti du principe de prendre les stats de son équipe, donc on arrive à déduire pas mal de choses sur l'adversaire. Je vois, on a des équipes qui prennent les stats de leur équipe, mais qui prennent les stats des équipes adverses principales qu'ils vont rencontrer pour aller plus loin dans l'analyse. Et ça veut dire revisionner d'autres matchs, prendre les stats d'autres matchs supplémentaires. Donc, ça
ça demande un peu de temps. Et donc, là, ce que j'ai rencontré dernièrement, c'est il y en a qui se sont concentrés sur 2-3 joueurs d'une équipe, par exemple des joueurs qui font la différence. On dit, bah, tiens, on prend 2-3 matchs et puis on analyse ça. Donc, c'est pour éviter de perdre du temps à séquencer un match complet, c'est se focaliser sur un joueur. Et tu vois, là, typiquement, la personne qui m'a raconté ça, elle regardait la vidéo en accéléré, puisqu'elle dit, bah, moi, ce qui m'intéressait, c'était les impacts, donc je n'avais pas besoin de prendre la stat pile au bon moment dans le. Qu'elle prenait les stats au kilomètre, on va dire. C'est-à-dire que dès que le joueur tirait, je rentre lieu de déclenchement, impact, résultat, et ça s'arrêtait là, quoi. Ce qui permettait de faire un match en une demi-heure au lieu de le faire en 1 heure. Ouais. Mais non, ça dépend de quelles sont vos attentes. On a été contacté par une sélection nationale là, qui voulait prendre les stats de ces joueurs adverses, enfin des équipes adverses. Bon, aujourd'hui, on n'a pas la solution qui permet de prendre toutes les stats de l'équipe adverse. Ça arrivera peut-être un jour, mais c'est pas pour l'instant. Le plus simple, c'est de créer une équipe de l'équipe adverse et tu le prends toi-même comme si c'était ton équipe, en fait. Oui. Ça fait double travail, mais aujourd'hui, on peut contourner le problème en le faisant de cette manière-là. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fera si un jour, parce qu'on a fait 2-3 tests, si un jour on fait une opération avec 2 équipes réellement, en fait, on le gère comme si c'était 2 matchs en simultané. Mais on s'est rendu compte en faisant des tests que on ne prend pas le même type d'information. On ne peut pas prendre le même type d'information. Donc, il y a un choix à faire aussi sur les éléments qu'on veut prendre en termes de statistiques. Parce que là, en prenant sur son équipe, on peut aller beaucoup plus loin dans la finesse sur certains éléments, alors que quand on prend les deux, il y a des éléments qu'on est obligé de faire des choix. De toute façon, je crois qu'à la limite, on peut peut-être conclure là-dessus s'il n'y a pas d'autres questions. Il est 19h27, donc, mais c'est qu'effectivement, en fait, la statistique, quelle que soit la méthode à laquelle on la prend, en fait, c'est toujours une question de choix, quoi. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de recette miracle en disant prendre des stats, il faut suivre le manuel page 1, 2, 3, 4. Non, il n'y a pas de. Il y a des outils, il y a des moyens. C'est à vous de construire le projet qui va bien avec les objectifs qui vont bien et en utilisant. Et c'est pour ça, papier, crayon, Excel ou autre outil, ce sont juste des moyens. Ce n'est pas une finalité en soi. Ok, du coup, je te remercie Franck en tout cas de ce moment passé ensemble et puis de la démonstration justement de comment les stats peuvent être au service de la progression de nos joueurs, joueuses et de nos équipes en nous donnant quelques pistes justement de travail, de réflexion. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin un peu justement autour de cette question, n'hésitez pas à aller voir le programme de la masterclass. Voilà, on a créé ça pour encore une fois essayer d'aider les gens à progresser. Donc voilà, allez jeter un œil. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir été présents à ce nouveau rendez-vous. La semaine prochaine, on va parler des étirements avec un kiné. Donc là, pareil, vous aurez le programme très vite d'ici demain, les nouvelles invitations. Donc, n'hésitez pas à suivre ce prochain rendez-vous. Merci encore à toi, Franck. Merci à vous tous. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir tout le monde. Bientôt.